Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'épisode 3 de cette mini-série où j'analyse à chaque fois un nouvel indice. Dans cette vidéo, on revient en Europe et on va cibler l'indice phare le plus connu en France, le fameux CAC 40. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description, ça t'emmène sur cette page. Ici, tu as les liens de tous mes réseaux, n'hésite pas à nous rejoindre, notamment mon canal Telegram où j'y partage tous les jours des analyses, des contenus exclusifs, mais aussi mon serveur Discord où dedans on va parler bourse, crypto, trading. Vous pouvez tous venir discuter. Sur ce, bonne vidéo. On se retrouve directement sur ma présentation où je vais analyser du coup le CAC 40. Est-ce que c'est réellement le meilleur indice français? Qu'est-ce qu'il contient vraiment? Quelle personne? Est-ce que cet indice serait intéressant? On va tout passer en revue dans cette vidéo. Et bien sûr, encore une fois, il n'y a aucun conseil financier dans cette vidéo, comme dans chacune de mes vidéos. C'est simplement mon avis, mon analyse. Et si vous devez investir votre argent, faites vos propres recherches. On commence directement par la carte d'identité, par la fiche technique du CAC 40. Avant de parler d'un ETF, il faut parler de l'indice, puisque le CAC 40 est bien un indice. Donc c'est un indice qui existe depuis décembre 1987, coté à Paris, du coup à Euronext Paris. Dedans on y trouve 40 sociétés qui sont pondérées par capitalisation, donc plus une entreprise est grosse, plus elle pèse lourd dans cet indice, plus elle prendra de la place. On a une révision trimestrielle, donc au niveau des révisions ça va être est-ce qu'on fait changer une entreprise, est-ce qu'il y en a une qui va sortir, est-ce qu'on rajoute une nouvelle entreprise dans le CAC 40, ça va être vraiment ça l'idée de la révision. Et vous avez ensuite l'ISIN de l'indice en bas. Ce qu'il faut comprendre c'est que le CAC 40 c'est un indice, c'est pas un ETF. Ensuite, vous avez des ETF, eux, qui répliquent du coup le CAC 40. Donc, pour vous y exposer, je vous en notais deux en bas. Je bouge quelques secondes ma tête pour que vous puissiez voir. Mais concrètement, c'est assez facile, je pense, si vous voulez vous y exposer. Le Amundi CAC 40, le BNP Paribas CAC 40, c'est des ETF avec environ 0,25, je crois, de frais. C'est des ETF à réplication physique, donc c'est-à-dire qu'ils achètent vraiment les 40 entreprises avec leur pondération, donc c'est intéressant. Donc ensuite c'est pas très compliqué de s'y exposer, mais dans cette vidéo on va vraiment cibler l'analyse de l'indice. Au niveau du profil de risque, donc je commence directement aussi par ça parce que c'est important pour moi. Il faut comprendre au niveau volatilité et au niveau valorisation, il y a des choses qui sont intéressantes chez le CAC 40. Au niveau valorisation, le PER actuel est environ un peu en dessous des 18 pour le CAC 40 et le PE forward de 2026, donc si on prend en compte les bénéfices forward de l'année 2026, on est aux alentours de 15,2. Donc en niveau comparaison, pour que vous voyez à peu près où on se situe, c'est quand même un ETF aujourd'hui qui est relativement bon marché. Puisqu'un S&P 500, on sera aux alentours des 25-27. Un Nasdaq, on est au-delà des 30. Un MSCI World, on est aux alentours de 24. Et les ETF, généralement, par exemple, des pays émergents, on sera généralement autour de 20, 22, 23. Donc, on a quand même une valorisation qui est assez basse. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a une valorisation un peu plus basse, qu'on est sur un indice un peu plus bon marché. Moi, je trouve ça intéressant, puisque c'est aussi une des thèses, si on veut s'exposer à un indice européen, des fois, c'est que il coûte moins cher tout simplement. Et ensuite on va parler au niveau volatilité, donc on est environ sur une volatilité historique d'environ 18%. Il faut savoir que le S&P 500 on est plutôt aux alentours de 16, le Nasdaq on est entre 25 et 30, les pays émergents on est entre 20 et 25. Donc le CAC 40 il n'est pas particulièrement peu volatile, donc il est moins volatile par exemple que des ETF de pays émergents que le Nasdaq, mais il est typiquement un petit peu plus volatile historiquement que le S&P 500. Maintenant, au niveau de la méthodologie, comment une entreprise elle rentre dans le CAC 40? C'est pas simplement les 40 plus grosses entreprises françaises, il y a quelques critères qui sont à respecter. Donc déjà, la capitalisation, oui, c'est pondéré par capitalisation, donc plus une entreprise est grosse, plus techniquement elle est dans l'indice, elle va peser lourd, mais on va parler vraiment du flottant. Une entreprise, il faut que ses actions soient disponibles à l'achat, donc on dit il faut qu'il y ait un flottant qui soit disponible. Plus elle a du coup des chances d'intégrer le CAC 40. Typiquement une action comme SpaceX aujourd'hui, elle a beau valoir 2 trillions par exemple, en théorie sur le marché, elle a mis à disposition que 4 à 5% de son flottant. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, il faut qu'il y ait une grande partie des actions le plus possible, plus pour que l'entreprise ait des chances de rejoindre le CAC 40, qui soient disponibles à l'achat. Ensuite le deuxième critère c'est la liquidité, donc les actions doivent être suffisamment achetées et vendues chaque jour pour intégrer l'indice. C'est-à-dire qu'il faut que l'action soit liquide, qu'elle soit échangée, qu'il y ait du volume dessus. Et la troisième chose, c'est que tous les 3 mois, du coup, il y a un comité qui vérifie si les entreprises du CAC, elles méritent toujours leur place. Donc, certaines pourraient sortir, d'autres pourraient entrer. Donc, forcément, les plus grosses capitalisations pèsent assez lourd dans l'indice. Donc, le CAC 40 est un indice qui est quand même relativement concentré. Et on va le voir directement maintenant, puisque ici, vous avez le top 10 des plus grandes positions du CAC 40. Donc ce qu'on voit, ce qui peut sauter directement aux yeux, c'est que le top 10, il pèse 60% de l'indice.
Donc c'est quand même un indice qui est relativement concentré, puisque le top 10 il pèse 60%, donc les 30 autres entreprises pèsent seulement 40%. Donc au niveau des plus grosses positions, vous avez environ 9,5% pour Total Energy, qui est la plus grosse position de l'indice. Ensuite, vous avez le top 10 à l'écran, donc Schneider Electric, 7,5%, LVMH, 6,63%, Air Liquide, 5,9%, etc., etc. Donc, moi, je trouve que c'est concentré au niveau du top 10 par rapport aux 40 positions. Mais par contre, la première position, elle fait même pas 10%. C'est cohérent, typiquement, dans les 2 premiers épisodes de cette mini-série, on avait analysé en premier le SMI, donc l'ETF suisse, qui était beaucoup plus concentré. Dans le SMI, Nestlé, Roche et Novartis, le top 3 pèse déjà 36%, donc il y a 20 entreprises dans le SMI, et donc il était concrètement encore plus concentré. Et si on prend, dans le deuxième épisode, j'ai analysé un ETF Emerging Market sur l'Asie, concrètement un ETF émergent qui va cibler toute l'Asie émergente, dans cet indice-là, le top 10 il pesait aussi 50%, mais le top 3, donc c'était SK hynix, Samsung et TSMC, forcément, il pesait aussi très très lourd dans l'indice. Donc moi ça me choque pas qu'on ait cette position, le top 10 qui pèse 60%, ça me choque pas. Et puis on voit que la première position pèse à peine 10%. Donc ça veut dire que dans cette concentration, on a quand même une bonne diversification. Et on n'a pas un ou deux acteurs qui peseraient trop lourd, à mon avis, dans l'indice. Voilà, là c'est un peu plus intéressant. On a vraiment la répartition sectorielle du CAC 40. Donc on a vraiment le luxe, l'industrie et la finance qui pèsent assez lourd. Et déjà ce qu'on voit, c'est que c'est un indice qui est pas est trop exposé à la tech comme aujourd'hui on pourrait avoir que ce soit en Asie parce que le top 3 c'est SMC, SK hynix, Samsung, ou que ce soit aux États-Unis avec la tech qui pèse lourd. En Europe et globalement là on analyse le CAC 40, on n'a pas tellement de tech. Au niveau des plus gros secteurs, donc 18,7% c'est consommation non durable. Typiquement ici on va être beaucoup sur le luxe, donc avec du Kering, du Hermès, du LVMH. En deuxième on a à environ 15% les technologies électroniques, donc là on est par exemple chez ST Microelectronics, Schneider Electric, donc c'est pas de la tech vraiment à la Nvidia, à la Microsoft, on est vraiment sur de la technologie mais vraiment industrielle, on est quand même sur de l'industrie. En troisième place on a la finance avec des sociétés comme la Société Générale, la BNP Paribas et aussi les assurances typiquement comme AXA. Ensuite au niveau énergie et minerais, 9,5%, vous vous rappelez c'était le poids de Total, donc ici il y a Total Energy qui fait tout le secteur. Au niveau production, manufacturing à 9,4%, là on va être vraiment du coup chez des entreprises un peu qui pourraient être de l'industrie, de la défense, donc typiquement comme du Safran, du Airbus, du Saint-Gobain, du Legrand. Et les autres secteurs pèsent comme assez lourd, 33,70%. Donc ici on aura la santé, avec des entreprises par exemple comme Sanofi, vous aurez de la consommation de base avec des entreprises comme Pernod Ricard ou Danone, vous aurez des télécoms ou des entreprises un petit peu qualifiées comme ça, typiquement comme Orange, vous aurez des entreprises dans la construction comme Vinci, vous aurez des entreprises de services informatiques comme Capgemini. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a vraiment un indice qui est quand même assez diversifié, on n'a pas un secteur qui pèse trop lourd, il n'y a pas un secteur qui pèse au-delà de 20%, la tech elle est minime, donc le CAC 40, on pense souvent que c'est dominé par les bancaires, mais on voit que c'est quand même le luxe qui pèse le plus lourd dans cet indice. Je voulais cibler quelque chose maintenant, c'est est-ce que le CAC 40 il est vraiment français? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vu que c'est un ETF national, toutes les entreprises sont forcément cotées à Paris, mais est-ce qu'au niveau des revenus, on est vraiment exposé tant que ça à la France? Et ça, je pense que c'est important de le savoir. Aujourd'hui, la situation en France, elle n'est pas merveilleuse entre une crise politique, un État qui est dans une position compliquée puisqu'on a une forte dette, on a un déficit primaire, c'est-à-dire vous avez un déficit à l'intérieur du pays au niveau des finances, sans même prendre en compte du coup le service de la dette, donc le paiement des intérêts de la dette, ce qui veut dire que quand ce déficit primaire, et c'est le cas pour la France, est supérieur à la croissance du PIB, eh ben, typiquement, vous êtes dans une situation difficile. Vous êtes dans ce qu'on appelle une trappe à dette. J'en ai fait toute une vidéo sur la trappe à dette des pays occidentaux. Je vous la mets en haut, n'hésitez pas à la voir après pour que ça puisse un petit peu vous renseigner un peu plus dessus. Mais donc on est dans une situation qui est compliquée. On a un État français qui ne veut pas réduire les dépenses, qui veut peser de plus en plus sur les entreprises. Donc pour moi, si cet ETF m'intéresserait, parce qu'il y a quand même des entreprises intéressantes, je chercherais vraiment à ce qu'elles ne soient pas trop exposées à la France. Et c'est pour ça que je voulais vraiment mettre cette diapositive. Donc on voit qu'en fait, il y a environ 80% des profits qui sont réalisés en dehors de la France, environ seulement 15% de manière simplifiée et imagée qui sont faits en France. Vous avez environ 25% des revenus de toutes les entreprises du CAC qui sont faits en Europe, mais sans compter la France, 25% en Amérique du Nord, 25% dans l'Asie, donc dans les pays émergents. Donc on a quand même des entreprises qui sont aussi bien placées là-bas, et 10% dans le reste du monde. Donc acheter le CAC 40, c'est pas seulement acheter la France. Certes, toutes les entreprises sont françaises, cotées en France, mais c'est acheter des multinationales françaises qui font des profits partout dans le monde. Et on voit qu'aujourd'hui, le 4/5e des profits qui sont réalisés, c'est pas
en France, donc c'est quand même important à savoir. Maintenant, parlons peu, parlons bien, et quand j'ai creusé mes recherches pour cette vidéo, je vous avoue que cette diapositive m'a un petit peu étonné, parce qu'on entend souvent que le CAC c'est assez mou. Alors c'est mou en fait sur les quelques dernières années en comparaison aux indices américains qui explosent, mais on oublie quand même que la performance depuis la création, dividendes réinvestis, puisque c'est important quand on verse un assez gros rendement de dividendes sur un ETF de le prendre en compte, le CAC 40 c'est pas horrible. Donc ici vous avez les performances gross return, donc c'est-à-dire dividendes réinvestis. Et donc depuis la création en 1987, le CAC 40 fait 8,8% par an en annuel composé. C'est quand même intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du coup dividende brut réinvesti. Et donc si on prend la version distribuante, on a du coup 5,5% par an depuis 1987. Et l'écart du coup c'est les dividendes, puisque en moyenne, le dividende moyen du CAC 40, c'est environ 3%. Ça va varier entre 2,5, 3,5, 4%, dépend à quand vous l'achetez. Est-ce que vous l'achetez après un gros crash? Si vous l'avez acheté pendant le crash Covid par exemple, vous allez avoir un plus gros rendement sur dividende, c'est normal. Mais en moyenne, on est environ sur 3% de dividendes qui sont dans le CAC 40. Donc dans la version distribuante, ils vont être versés. Dans la version accumulante, ils vont être réinvestis dans la boucle. Donc vous allez avoir un cours qui monte un peu plus. Donc sur 10 ans, on fait environ 9,4% par an. Sur 5 ans, 8,36% par an. Et sur un an, le CAC fait quasiment 9%. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une cohérence au niveau des 8%, des 9% par an. Maintenant, encore une fois, pour rester dans le sujet des dividendes, il faut comprendre l'ETF accumulant ou distribuant, c'est de logiques différentes. Je pense que ça, vous connaissez un petit peu, mais on va quand même le cibler. Quand vous achetez un ETF CAC 40 capitalisant ou distribuant, vous achetez la même chose. Vous avez les 40 mêmes entreprises. Par contre, ce qui va changer, c'est dans la version distribuante, vous allez avoir globalement un peu moins de volatilité. Le cours en lui-même de votre ETF va moins monter, mais il va vous verser le dividende, donc environ le 3%, en cash sur votre compte. Alors que la version capitalisante, du coup, les dividendes sont directement réinvestis dans le cours. Donc vous allez avoir une meilleure performance au niveau directement de votre ETF, mais vous n'allez pas avoir les dividendes qui sont versés. Ça, c'est la différence entre les deux. Donc idéalement, du coup, pour un horizon long terme, quelqu'un qui voudrait s'exposer sur le CAC, la version capitalisante sont plus intéressants, parce qu'aussi on n'a pas tout ce qui va toucher à la fiscalité, etc. Maintenant, je voulais cibler les alternatives. Et moi, je veux vraiment mettre en avant que je pense que les vrais concurrents du CAC 40, c'est pas le S&P 500, l'ETF MSCI World, puisqu'on est sur un ETF qui réplique un pays. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus cohérent au niveau des concurrents, de voir un petit peu ce qui se fait, de voir un petit peu les autres indices français. Donc, le CAC Next 20, qui est aussi les 20 sociétés qui sont directes après le CAC 40. Donc, vous avez les 60 plus grandes entreprises françaises. Vous avez les 40 qui sont dans le CAC, concrètement à peu près si on image, et les 20 qui sont juste après, bah, c'est cet ETF là. Et lui, il fait en moyenne 9 à 10% par an depuis 2002 en annuel composé. Donc c'est intéressant aussi, la performance est un peu plus grande parce qu'on est sur des ETF qui sont du coup plus petites, un petit peu, donc un peu plus volatiles. On voit que la performance est quand même assez bonne. Ensuite, vous avez le CAC large 60 ici, donc c'est le CAC 40 plus le CAC Next 20. Donc on est un peu plus diversifié, on a 60 entreprises, et lui, il fait environ du 9% par an depuis 2002. Vous avez le CAC All Tradable, et lui, c'est un univers un peu plus français, large et liquide. Donc au niveau des performances, on est très proche de celle du CAC 40, environ 8 à 9% depuis 2011, parce qu'on est sur un ETF qui représente davantage du coup l'économie française dans son ensemble. Ensuite, vous avez le CAC Mid 60. Du coup, ici, c'est des valeurs un petit peu plus moyennes, donc plus de potentiel, plus de volatilité. On voit au niveau du rendement, c'est aussi un petit peu supérieur. On fait du 10-11% par an depuis 2002. Donc, on est sur un ETF d'ici de mid cap, donc on n'est pas sur les large cap. Et ensuite, vous avez le CAC Small, qui sont les petites capitalisations, donc un peu plus, des fois cycliques, un peu plus risqué. Et ensuite, ça dépend. On fait entre 9 et 11% par an depuis 2005. Beaucoup plus de volatilité. Ici, on a beaucoup plus de volatilité, mais on est sur les petites entreprises françaises. Donc, pour ceux qui, le CAC 40, pourrait leur intéresser, renseignez-vous aussi sur le CAC large 60 qui pourrait être intéressant. On va parler un peu des forces et des faiblesses. Donc, au niveau des forces, pourquoi est-ce que le CAC 40 il pourrait être intéressant? Si on a le bon profil, c'est un indice qui est souvent sous-estimé. Je trouve, en tout cas, c'est ce que je vois au quotidien. Parce qu'on a quand même des leaders mondiaux dedans. On a des marques fortes, on a des leaders mondiaux, des LVMH, des Hermès, des Schneider Electric, des Air Liquide, des Safran ou des Essilor Luxottica typiquement. Donc on a quand même des marques qui sont reconnues mondialement, des entreprises qui sont fortes, des entreprises qui sont pas basées sur rien, soit c'est de l'industrie, soit c'est des entreprises où vraiment il y a un savoir-faire historique, il y a une marque, quelque chose qui a été construit depuis très longtemps, il y a des vrais profits, c'est pas des entreprises qui sont dans le vent. Donc on a vraiment quelques leaders mondiaux. Ensuite, un autre point intéressant, c'est qu'on a une valorisation qui est plus intéressante avec un PE forward à 15 typiquement. Donc on a une valorisation qui est plus intéressante, donc techniquement des espérances de gains, des potentiels de gains supérieurs. Après, ça ne veut pas toujours dire que c'est supérieur, puisque des fois on a beau acheter plus cher un S&P 500, elle va faire une meilleure performance, mais quand on achète un ETF avec une plus faible valorisation, techniquement on augmente nos chances de gagner
de gagner plus et on diminue notre risque. On a un rendement qui est intéressant, à environ 3%. Donc si quelqu'un rechercherait une version distribuante ou même une version accumulante, mais qui a une grosse partie des bénéfices qui soit réinvestis dans le cours, c'est quelque chose qui est intéressant. Et aussi, je l'ai noté, on a une exposition mondiale puisque 80% du chiffre d'affaires est réalisé hors France. Donc on achète certes un ETF français, mais on achète vraiment une exposition internationale, à la fois en Europe, comme aux États-Unis, comme en Asie, on l'a vu, c'était très bien diversifié. Maintenant, les faiblesses et les risques, disons les limites à ne pas ignorer au niveau du CAC 40, des choses qui sont à savoir. Pour certains, ça sera même des fois des avantages. Typiquement, je pense au premier, on est sur un indice où il n'y a quasiment pas de tech, il n'y a quasiment pas de technologie, vous n'avez pas de Microsoft, d'Amazon, de Nvidia, donc on a vraiment une très faible exposition à la tech. Vous avez une forte dépendance au luxe aussi, donc c'est des très belles entreprises, mais qui sont quand même relativement cycliques. Hermès un petit peu moins, mais LVMH comme un petit peu plus, Kering aussi. On a une certaine concentration, donc ça peut être un avantage ou une faiblesse pour certains d'autres. Donc le top 10 qui fait 60%, donc qui tire une grosse partie de la perf. Et vous avez le risque Europe qui est quand même pas à négliger. Il y a beaucoup de pays qui sont du coup dans des positions compliquées, et puis même la France, le pays émetteur, qui est dans des positions économiquement qui sont compliquées, donc au niveau fiscalité, réglementation, croissance un peu plus faible, incertitudes politiques qui peuvent tout d'un coup changer les règles du jeu. Donc c'est un risque quand même à prendre en compte, peut-être le plus réel, on va dire. Peut-être que l'impact ne serait pas énorme pour ces multinationales, mais c'est quand même des choses à avoir en tête. Maintenant, moi je vais cibler, comme je le fais dans chacune de mes vidéos où je présente un indice, pour quel type d'investisseur, qui serait l'éventuel public cible, puisque moi je pense que chaque indice a son public cible. Encore une fois, le CAC il peut être bon, il peut être mauvais, il peut être pas adapté à vous, il peut être adapté à vous, tout dépend qui vous êtes. Déjà je pense, donc ça c'est mon avis, mais je pense qu'il peut être intéressant chez quelqu'un qui chercherait un certain rendement. Donc vous avez la version distribuante qui est possible, avec une plus faible volatilité, qui a quand même une appréciation environ de 5,5% historiquement du cours et qui vous verse 3% en dividende. Bon, si vous cherchez du rendement, ça peut être un ETF quand même qui verse quelque chose d'intéressant. Ensuite, pour certains investisseurs quality, on a quand même pas mal de boîtes avec le style quality, des leaders mondiaux dans le luxe, dans l'industrie. Pour les profils, peut-être un petit peu prudent, puisqu'on a un indice du coup qui est moins cher au niveau de sa valorisation, avec un PER plus faible que dans d'autres régions du monde. Et on a aussi un indice qui est un peu moins, qui est pas quasiment pas exposé finalement à la tech, donc qui va être intéressant pour jouer d'autres scénarios si on est un petit peu frileux par rapport à ça, ce que je peux comprendre avec ce qui se passe aujourd'hui, les valorisations, les cours qui s'envolent. Des fois on pourrait se dire qu'on n'a peut-être pas envie de forcément rester trop longtemps ici, parce que quand la fête s'arrêtera, ça risque d'être compliqué. Je peux comprendre parfaitement ce point de vue, et donc pour un profil peut-être un petit peu plus prudent, ça peut être intéressant. Et ensuite pour se diversifier, parce qu'on a des boîtes européennes, on a des boîtes intéressantes, mais je l'ai noté, c'est pertinent si le patrimoine moyen n'est pas déjà trop concentré en France. Et ça, c'est attention aux biais domestiques, et je le vois beaucoup aujourd'hui dans les différents gens qui m'envoient des portefeuilles, etc. Et je veux vraiment cibler sur ça. Si aujourd'hui vous habitez en France, vous êtes français, vous avez un emploi qui dépend de la France, vos revenus dépendent de la France, vous avez peut-être de l'immobilier en France, vous gagnez votre argent en France, rajoutez un CAC 40, je ne pense pas que ce soit intéressant. Si je pense que vous avez tout qui est déjà lié à la France, rajoutez pas une couche France, parce que vous allez penser que vous êtes diversifié, parce que vous avez des classes d'actifs différentes, mais finalement vous n'êtes pas vraiment décorrélé, vous êtes quand même toujours dépendant du même pays. Donc si vous avez tout en France, faites vraiment attention. On a forcément ce biais domestique, quand on habite dans un pays, on a envie d'acheter les choses qu'on connaît, les choses qui sont proches de nous, mais pour moi, à mon avis, ça pourrait être une erreur. Maintenant, je vais vous donner mon avis, moi, sur le CAC 40, donc je pense qu'il est intéressant, mais il n'est pas adapté à mon profil et à mon portefeuille aujourd'hui. Comme le SMI, la dernière fois, je vous avais dit, l'ETF suisse, je pense qu'il est intéressant, mais qu'il n'est pas forcément fait pour moi. Déjà, ce que j'aime dans le CAC 40, c'est qu'on a des belles entreprises, on a des leaders mondiaux, du LVMH, du Hermès, Schneider, Air Liquide, Safran. On a des entreprises qui sont quand même intéressantes, qui génèrent du cash flow, c'est des marques fortes, qui ont des belles marges pour certaines. Donc, on est franchement, déjà j'aime bien ça dans le CAC 40, il n'y a pas d'entreprise horrible. Par contre, ce qui me freine, c'est que moi, au niveau de mon profil, donc je suis jeune, aujourd'hui j'ai 21 ans, j'ai un horizon à 30 ans et plus, et je cherche davantage de croissance. C'est peut-être un ETF un petit peu trop défensif pour moi. Je préfère aussi faire du stock picking, donc j'ai une ou deux entreprises françaises dans mon portefeuille stock picking. Moi, je préfère cibler les entreprises qui me plaisent le plus en stock picking, acheter à une bonne valorisation, acheter à mon prix cible, une entreprise que je comprends plus. Je préfère fonctionner comme ça, puisqu'il y a quand même des belles entreprises en France, que d'acheter le CAC 40. C'est plus adapté à mon profil et puis mon allocation actuelle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez peut-être appris des choses sur le CAC 40. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous avez du CAC 40 en portefeuille? Si vous en avez pas, qu'est-ce qui vous freine? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire le prochain indice, le prochain ETF que je pourrais analyser dans cette mini-série. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!